La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Votre invité Stéphane dans les voies de l'économie est spécialiste des matières premières et surtout des marchés de l'énergie. Bonjour Patrice Geoffron. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique, professeur d'économie à Paris-Dauphine, membre du Cercle des économistes. Vous connaissez très bien le secteur de l'énergie. L'Espagne et le Portugal paralysés hier par une gigantesque panne d'électricité pendant plusieurs heures. Est-ce qu'on est capable de calculer l'impact économique d'un tel événement ? Il faudra prendre un peu de recul et attendre que tout ait été rétabli. Si on veut avoir un ordre de grandeur, une université européenne a un calculateur de blackout, enfin des impacts du blackout. Et si on veut avoir un élément de comparaison, pour la France, une journée de blackout représenterait une perte de l'ordre de 5 à 6 milliards. Donc une évaluation qui peut prendre avec un peu de recul, mais enfin qui montre que c'est un phénomène à la fois rare, mais dont les conséquences économiques sont non négligeables. Est-ce qu'il y a eu des précédents en Europe ? Alors il y en a eu, mais de manière finalement très peu fréquente. En France, on se souvient, et évidemment c'était l'effet de la tempête en 99-2000, de l'impact en particulier dans la région, dans toute la façade ouest de la grande tempête. En 2006, suite à des problèmes en Allemagne un peu compliqués, ça s'était diffusé, y compris en France, et au total, une bonne dizaine de millions de ménages, globalement, y compris des ménages français, avaient été arrêtés pendant quelques heures. On peut en faire la chronique, mais il y a de fait peu d'événements de cette nature, et en tout cas aucun qui ait eu l'impact qu'on a pu observer hier dans la péninsule ibérique. Retour à la normale progressive ce matin en Espagne et au Portugal, des applaudissements, des cris de joie dans les rues de Madrid ce matin pour le retour de l'électricité. On ne connaît pas toujours l'origine de la panne. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Une cyberattaque, une conséquence du réchauffement climatique sur les réseaux de transport et d'électricité. C'est étrange de ne pas avoir la cause. C'est le bazar, donc il y a une priorité qui était de faire les meilleurs efforts. Alors d'une part pour venir au secours, notamment dans les transports des gens qui ont subi l'impact très directement de ces problèmes. La phase d'analyse est en cours. Dans l'état actuel des choses, comme l'indiquait ce matin un responsable d'RTE, je vous confirme qu'il n'y a pas de cause qui était clairement établie. Dans un premier temps, notamment du côté portugais, on a écarté l'éventualité d'une cyberattaque. C'est le seul élément dont on dispose à ce stade. Ça veut dire qu'on peut ni exclure le fait que ce soit lié à la production, ni exclure le fait que ce soit lié au réseau lui-même, en ayant à l'esprit la complexité extraordinaire de la gestion d'un grand système électrique, qui suppose, si on veut simplement avoir un élément à l'esprit, d'avoir à la milliseconde un équilibre parfait entre l'offre et la demande. Donc voilà, d'où parce qu'il est difficile de stocker évidemment l'électricité, surtout lorsqu'il s'agit de volumes considérables. Certains ont évoqué les conséquences du réchauffement climatique sur les réseaux de transport d'électricité. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra massivement investir pour s'adapter à ce qui risque d'être le monde de demain ? Alors ça, on le sait d'ores et déjà, pour les opérateurs d'infrastructures de toute nature, et y compris en matière de transport et de distribution d'électricité, on est face évidemment à un défi. Alors il y a des défis multiples. Premièrement, les variations de température peuvent avoir un impact sur le bon fonctionnement des systèmes. Et puis par ailleurs, très concrètement, et à nouveau on l'a vu en 99-2000 au moment des grandes tempêtes, la chute des pylônes, notamment de basse et moyenne tension, peut avoir, des arbres sur ces pylônes et sur les lignes, peut avoir un impact sur la distribution. Et c'est un problème de tout premier ordre. Est-ce qu'on doit le considérer comme une piqûre de rappel ? Vous êtes économiste et les économistes nous ont souvent expliqué que le coût de l'inaction face au changement climatique serait très largement supérieur au coût de la transition. Oui, de fait, et y compris en matière d'adaptation aux effets du changement climatique. Et malheureusement, l'Espagne en a déjà eu l'exemple dans un autre domaine. Il y a quelques mois, on s'en souvient, à l'automne dernier, avec des inondations massives qui ont eu l'impact qu'on a encore à l'esprit. Et s'il devait se confirmer, encore une fois, dans l'état actuel des choses, ça n'est qu'une hypothèse, que ce qui s'est produit hier est en lien avec les perturbations du système liées au changement climatique, on aurait là un exemple de la manière dont les effets du climat peuvent perturber le fonctionnement d'une grande économie. On ne sait pas encore comment les assureurs, ou s'ils vont même indemniser les victimes de cette gigantesque panne, notamment les entreprises, mais ça soulève une nouvelle fois l'assurabilité d'un monde qui serait exposé de manière extrême au réchauffement
climatique. Là encore, il va falloir investir. Oui, c'est un... Sous la pression des assureurs. Oui, les assureurs le disent tout à fait clairement. Je peux citer l'un d'entre eux, le patron d'AXA, qui indiquait que la plage de l'assurabilité, c'est-à-dire les phénomènes qu'on peut prendre en compte, est en train de se restreindre. À nouveau, on n'est pas là en présence uniquement d'un problème qui est lié au sud de l'Europe et à la péninsule ibérique. Ça vaut aussi pour la France. On a pu l'observer dans différentes régions. Globalement, par exemple, le chiffre qu'on peut citer, on a à peu près 10 millions de logements qui sont sur des zones qui font l'objet d'ores et déjà de rétraction, gonflement RGA. Des argiles, et donc évidemment un problème susceptible d'avoir un impact patrimonial extrêmement élevé. C'est un des exemples des effets du changement climatique et de la nécessité de s'adapter. L'ancien patron d'AXA, Henri Decastre, avait indiqué lors de la COP21 à Paris qu'un monde à plus 2 degrés serait peut-être assurable, mais qu'à plus 4 degrés, il ne le serait sans doute plus. La transition énergétique va se traduire par une électrification des usages, voitures, chauffage. Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre un risque en construisant un monde qui sera très largement dominé par l'énergie électrique? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre tous nos œufs dans le même panier? En tout cas, on est en train de modifier la nature des risques. Le risque qui pèse sur nous, et on a pu le mesurer très violemment en 2022, c'est plutôt la dépendance aux fossiles. Pour la France, on a 70% de nos besoins énergétiques qui sont couverts par des fossiles, qui ne sont pas électrifiés. Donc c'est un point qui est extrêmement essentiel. Alors évidemment, lorsque ce qui s'est produit dans la péninsule ibérique, qui n'est pas totalement terminé pour l'heure, intervient, ça frappe les esprits, voilà. Mais souvenons-nous qu'en 2022, au plus fort des tensions, la menace était d'avoir simplement quelques semaines, quelques mois de réserves de fossiles devant nous, et c'est une crise qui a coûté plusieurs centaines de milliards d'euros à la collectivité européenne. Donc ça ne veut pas dire naturellement que les problèmes électriques sont à prendre de manière sont considérés comme négligeables. Ce serait étrange de le dire compte tenu de ce qui est en cours en Espagne. Mais de fait, cette électrification est une modification de la nature des risques. Et gardons à l'esprit, encore une fois, qu'on est en présence de problèmes totalement exceptionnels, sans équivalent au XXIe siècle. Mais est-ce que le principe de base dans ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est pas justement la diversité des sources d'énergie ? Oui, de fait, et c'est le cas, et l'Espagne est un exemple assez intéressant. Il y a à la fois du nucléaire, il y a encore des centrales thermiques, évidemment, elles ont été mises à contribution hier. Il y a de l'hydroélectricité, il y a beaucoup de renouvelables. C'est un pays qui, notamment en termes d'exposition au soleil, est plutôt privilégié, si on peut dire, dans ce domaine. Donc cette diversité, elle est d'ores et déjà à l'œuvre dans la plupart des pays européens, et notamment en Espagne. Cette diversité, elle procède également de connexions sur la plaque européenne, c'est-à-dire entre voisins. Et la caractéristique de la péninsule ibérique, pour des raisons évidentes, du fait des Pyrénées, c'est d'être moins connectée à ses voisins, et notamment à la France et à... Parce qu'elle est en bout de réseau. Voilà, parce qu'elle est en bout de réseau. Donc c'est ce qui a pu conduire au caractère particulièrement spectaculaire de ce qui s'est produit hier. Merci beaucoup, Patrice Geoffron, professeur d'économie à Paris-Dauphine, membre du Cercle des économistes. Merci. David, vous continuerez d'en parler tout à l'heure à 8h15. Exactement, avec la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, Emmanuelle Vargon. Tout de suite, on parle français avec